Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette troisième audition donc, de notre journée de préparation pour notre proposition de résolution sur un Green New Deal français. Nous sommes en compagnie de Thea Riofrancos, qui est une chercheuse, auteure d'un livre sur le Green New Deal, qui est de passage à Paris et qui nous fait l'honneur et le plaisir de venir discuter avec nous sur cette résolution. Donc, je vais la laisser présenter un peu sa démarche et je lui poserai aussi quelques questions sur ce fameux Green New Deal dont on entend beaucoup parler. Donc, elle parle en anglais et nous aurons la traduction ensuite pour les non-anglophones. So, thank you very much, Thea, to be here with us today. Maybe you could introduce yourself and explain why you've been co-authoring this book and what is it about. And I will have some question about what is the Green New Deal beyond Alexandria Ocasio-Cortez and why is it important from your U.S. perspective, and how do you analyze what's been the debate in Europe and this kind of initiative we're pushing forward in France. Okay, thank you very much. Should I talk more here, into the mic? This is Okay. Okay. I'm Thea Riofrancos. I'm a professor of political science in the United States, and I'm a member of the Democratic Socialists of America, and I'm involved specifically in the National Eco-Socialist Working Group of the Democratic Socialists of America. Alors, Thea Riofrancos est politologue à Providence College aux États-Unis. Elle est membre des Socialistes démocratiques, DSA, et elle est. I'm sorry, you lead the Eco-Socialists? I'm involved, I wrote. Ok, et elle est membre du comité éco-socialiste de ce parti, de ce groupe. Okay. And myself and my co-authors, myself and my co-authors, Kate Aronoff, Alyssa Battistoni, and Daniel Aldana Cohen, wrote A Planet to Win, Why We Need a Green New Deal, in order to have a strong left intervention and left vision of what a Green New Deal would look like for the United States and also beyond US borders. Alors, ce livre qui a été écrit avec 3 co-auteurs, Kate Aronoff, Daniel Aldana Cohen et Alyssa Battistoni, son but est vraiment d'intervenir de la gauche dans ce débat autour de à quoi devrait ressembler un Green New Deal aux États-Unis, mais aussi au-delà des États-Unis. We wrote this book at a moment of a lot of kind of early excitement over the Green New Deal. And actually, since we wrote it, it has gained much more momentum. We weren't sure when we started drafting this last February how much excitement there would be, but we were inspired, and so we started writing the book. Since that moment that we started writing it, there's been a lot of social mobilization around it, and a lot of, or not a lot, but more than we expected, progressive politicians also supporting the Green New Deal. Donc, dès qu'on a commencé de parler du Green New Deal aux États-Unis, il y a eu beaucoup d'enthousiasme, mais quand on a commencé à écrire ce livre en février dernier, c'était pas clair exactement combien d'élan ça aurait. Finalement, ça a pris beaucoup d'élan depuis ce moment-là. Il y a eu beaucoup de mobilisation et c'est dans ce contexte-là que le livre sort. And I'll say just a little more about why so much enthusiasm, and then I'll talk more about what the book says. So I think around the world, actually, in many countries, but maybe especially in the United States and in the UK,
The Green New Deal has captured the imagination of civil society, trade unions, and left-wing politicians because of the way that it connects the climate crisis and the crisis of social inequality. Alors, il semble que la raison principale pour laquelle il y a tant d'enthousiasme pour ce Green New Deal, c'est parce que ça correspond aux demandes à la fois de la société civile, des syndicats et des mouvements de gauche de manière plus large. And the reason that this connection is so important between the climate crisis and social inequality is twofold. There are two reasons it's important. One is it's based in empirical reality and the climate science. There's no way to address the depth of the climate crisis and its myriad effects without a fundamental transformation in the economy and society. Alors, les gens ont répondu à cette thématique pour deux raisons. Il y a une réalité empirique derrière cette liaison entre l'inégalité et le climat. Il n'y a aucune manière de répondre à la crise climatique sans aussi répondre à la crise des inégalités. Mm-hmm. And one more point on that first reason is that we also know that that carbon emissions are fundamentally unequal. About 10%, the world's richest 10%, account for almost half of lifestyle-related emissions. The bottom 50% of the globe account for less than 10% of lifestyle-related emissions. And about 70 companies in the world, primarily fossil fuel companies, 100 companies, I think it is, account for about 70% of global emissions of all sorts. Alors, on sait qu'il y a des inégalités liées aux émissions même de CO2, des émissions de gaz à effet de serre, des inégalités fondamentales donc, qui viennent du fait que les 10% des plus riches dans le monde sont responsables de la moitié de toutes les émissions de gaz à effet de serre liées à notre quotidien, notre manière de vivre. Et puis, la moitié, les plus pauvres, sont responsables que pour justement 10% des émissions. Et il y a 100 entreprises qui sont responsables pour 70% de toutes les émissions mondiales. So we know that highly unequal societies are more environmentally destructive. The affluent can consume as much as they want and therefore emit as much as they want. On sait que les sociétés très riches sont plus destructrices pour l'environnement, que le plus les gens ont de l'argent, le plus ils peuvent polluer. And we also know that there's a political connection here, which is that in societies that are unequal and that have a lot of power for private corporations, the ruling class and private firms can distort the political system to prevent the regulation of their activities. Alors, et on sait que la politique a un rôle à jouer là-dedans. Le plus les riches et les grandes entreprises accumulent de l'argent, le plus ils peuvent diriger la politique à leur propre fin, et polluer, et continuer à polluer. So that's the first set of reasons that there's a connection between inequality and the climate crisis. The second has to do with building a political coalition that can address the climate crisis in its connections to the social crisis. Alors la deuxième dimension politique, c'est de rechercher une capacité à créer une coalition politique justement qui pourrait répondre à ces demandes. We know that if our climate policies do not connect climate change to policies that will improve the lives of ordinary people, that ordinary people, the majority of the population, will reject
forcefully reject those policies, and we've seen that with the Yellow Vest movement in France. Nous savons que si nos politiques environnementales, nos politiques sur le climat ne répondent pas aux demandes des gens ordinaires, ils vont rejeter cette politique, et on a vu ça de manière très claire avec les Gilets jaunes ici en France. So without a paradigm like the Green New Deal that simultaneously aggressively reduces carbon emissions and improves the lives of ordinary people, we will not make progress on climate change for the empirical and political reasons that I just mentioned. Alors, sans un paradigme comme le Green New Deal, on ne pourra pas lutter à la fois contre ces inégalités et tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Should I continue? I have more that I can say, but Yeah, I want to make sure I maybe- address your questions. Yeah, I wanted you to maybe explain to us how this coalition is being built in the US actually presently. Je voulais savoir quel était le processus qui avait été construit et qui est en train d'être construit pour mettre en place cette coalition. As I said, beyond, I mean, the role of Ocasio-Cortez, but also the social movement, environmental social movement in the US. Can you tell us more about how it came to be? Actually, I suppose it started way before last year, but what's the process and what's going on right now, and how is it impacting the political debate, and how do you make it work? Yeah. So, Alexandria Ocasio-Cortez, Democratic Congresswoman from New York, says that she decided to run for office when she participated in the protest at Standing Rock against the building of the Dakota Access oil pipeline, a protest organized by several indigenous nations in the United States, along with environmentalist allies. Alors, Alexandria Ocasio-Cortez, la membre du Congrès qui a proposé le Green New Deal, dit qu'elle a su qu'elle voulait se déclarer candidate quand elle était à Standing Rock, là où principalement des gens indigènes au North Dakota, c'est ça, dans l'état du North Dakota, manifestaient pour bloquer la construction d'un pipeline, d'un gazoduc, voilà, sur leur territoire. When she ran for office, she then made the Green New Deal the top priority. And even before she was inaugurated, after she won the election, but before her inauguration, she participated in the occupation of the office of Nancy Pelosi, who is also a congresswoman from California, who is effectively her boss. She's the top Democratic leader. The Sunrise Movement, a movement primarily of young people that is very focused on winning a Green New Deal, occupied Pelosi's office, and AOC joined their occupation, which is a very unusual thing for an elected official, not yet inaugurated, but elected official to do. Alors, dès son élection, Alexandria Ocasio-Cortez a déclaré que le Green New Deal, c'était sa première priorité. Et en plus, même avant qu'elle ait pris ses fonctions en tant que députée, elle a participé à une occupation justement des bureaux de Nancy Pelosi, la dirigeante des démocrates au Congrès, par un mouvement de jeunes pour le climat, le Sunrise Movement. Donc c'était, voilà, c'est comme ça qu'elle a commencé sa carrière formelle en politique. And this represents, I think, in a microcosm, the type of dynamics that we need in order to win Green New Deals across the world, which are alliances between insurgent left-wing politicians and militant social movements. Alors, ce
ceci représente justement la dynamique que je pense qu'il faudrait répliquer partout dans le monde, une alliance entre des politiques insurgés et les mouvements sociaux. Voilà. Working together against the political establishment, in this case, the neoliberal wing of the Democratic Party, as well as against the interests of corporations. Donc, ces deux groupes qui se battent ensemble à la fois contre des establishment politique, donc la classe politique actuelle, dans ce cas-là, l'aile néolibérale du Parti démocrate et les grandes entreprises qui ont trop de pouvoir. In addition, to broaden it to some other groups, we have seen several coalitions of environmental justice groups adopt the Green New Deal as one of their goals as well. So I think it's the CJA, the Community Justice Alliance, if I'm not mistaken, is the umbrella group of many environmental justice organizations in the United States. And these are primarily organizations that are working class, people of color, and indigenous that have suffered environmental harms under fossil capitalism. Sinon, on a vu ces dernières années un gros soulèvement de la part de mouvements qui représentent la justice environnementale. Donc ce sont des groupes, il y a une coalition, l'Alliance de justice environnementale aux États-Unis. Ce sont principalement des jeunes, des migrants, des gens qui représentent les classes populaires qui souffrent à cause du dérèglement climatique, voilà, et de la pollution. A few more groups that have been involved in mobilizing for the Green New Deal are some unions have started to either endorse the Green New Deal by resolutions, internal resolutions, or incorporate environmental demands into their strikes, primarily in the service and care sectors. Nurses, some teachers' unions, SEIU, which is a service workers union, have either, as I said, endorsed the Green New Deal or incorporated environmental demands when they go on strike. Sinon, on a vu ces derniers temps de plus en plus de mobilisation des syndicats, surtout qui représentent les services de soins et aussi les profs. On a vu beaucoup de grèves dans l'éducation aux États-Unis. Et de plus en plus, ces syndicats commencent à incorporer, à intégrer des revendications environnementales dans leurs propres grèves et en plus ont affiché leur soutien pour le Green New Deal. In addition, at the local level, because the United States is a federal system, so we can pass legislation locally, there are some cases of unions, for example, in the building trades or construction trades in New York, supporting legislation to build green buildings or retrofit buildings to make them more energy efficient. So it's one example, but we could see this replicated elsewhere. Mm-hmm. On a aussi quelques exemples à l'échelle municipale ou à l'échelle des États de syndicats qui représentent dans le BTP par exemple, qui s'allient justement à ces revendications aussi, mais c'est au cas par cas. One of the biggest challenges in terms of labor in the United States, given that the United States is a huge fossil fuel producer, now one of the largest in the world and now exporting more than we import of fossil fuels, is the fossil fuel sector of workers that work directly in extraction and refining and also in logistics to transport. They're a small percentage of the workforce, but they are in a strategic sector that could stall if they, don't want an energy transition. Alors, un des plus gros défis dans cette lutte aux États-Unis, c'est le fait que le pays est maintenant
non seulement il produit énormément d'énergie fossile, mais il est même exportateur de pétrole. Donc on a beaucoup de gens qui travaillent dans ce secteur aussi, évidemment, et même s'ils représentent un pourcentage, une proportion assez petite de la classe ouvrière, ils sont quand même dans un secteur stratégique, et donc il faut joindre leurs revendications, il faut intégrer leurs revendications dans ce mouvement. And so we obviously need to think about a just transition for workers whose jobs would be eliminated under a Green New Deal, and it has to be more than rhetoric. They have to have assurances that they will have the same or better salary or benefits. Otherwise, this will be a potential obstacle. Donc, c'est pour ça qu'il y a tant d'attention, nous portons tant d'attention à ce qu'on appelle une transition juste, a just transition, et que ce soit plus que de la rhétorique, qu'il y ait des assurances précises que tous ceux qui travaillent dans le secteur fossile, des énergies fossiles, auront un salaire égal à leur salaire actuel, ou même meilleur s'ils sortent de ce secteur pour travailler dans les énergies vertes. Another social sector, and this is one of the last I'll list in terms of mobilizing for Green New Deal, is the more explicit radical left, so ideologically anti-capitalist left. And there I'll point to two examples. Donc, un dernier secteur dont je parlerai, c'est la gauche radicale, la gauche anticapitaliste, et là, je vous parlerai de deux exemples. The first is DSA, Democratic Socialists of America, that I already mentioned. I'm on the steering committee of the Eco-Socialist Working Group, and we developed an eco-socialist Green New Deal. Le premier, c'est donc DSA, les socialistes démocratiques, dont Thea fait partie du comité de pilotage. Et dans ce groupe-là, ils ont développé une résolution éco-socialiste, un Green New Deal, une résolution qui évoque un Green New Deal éco-socialiste. At our last convention, we have them every 2 years. At our last convention in August, we voted, all of the delegates present voted almost unanimously, or perhaps unanimously, it was hard to tell, to adopt this as one of our organizational priorities. Mm-hmm. Donc, au dernier grand meeting du groupe, ils ont voté, il y a eu un vote unanime pour adopter le Green New Deal comme une des priorités de DSA. And I won't go into too much detail here in the interest of time, but it is, as I said, a more explicitly anti-capitalist vision, and also one that is internationalist, anti-imperialist, and anti-racist. Alors, sans aller trop dans le détail, c'est une résolution, c'est une vision du Green New Deal qui est de manière très explicite anticapitaliste, internationaliste, anti-impérialiste, et voilà, et antiraciste. Yeah, and to make clear, we in DSA support AOC's Green New Deal, but we view it as an opportunity to radicalize beyond it. Et pour être clair, DSA soutient le Green New Deal de Alexandria Ocasio-Cortez, mais ils veulent aussi aller plus loin. Another group that has similarly embraced the Green New Deal but also seeks to radicalize beyond it is Red Nation. They're a group of indigenous Marxists. Donc un autre groupe qui fait partie de cette coalition, c'est the Red Nation, la Nation Rouge, donc un groupe principalement indigène et marxiste. And they have a Green New Deal, or they call it a Red Deal, that is explicitly anti-colonial and seeks to empower indigenous and other oppressed groups within the United States through a transition beyond both capitalism and colonialism.
Alors eux présentent leur propre version qu'ils appellent le Red Deal, le deal vert, qui est explicitement anticolonialiste et qui vise à démonter toutes les oppressions historiques qui existent aux États-Unis. All of these different social proposals for what a Green New Deal would look like and how transformative it could be have already had political impact in the United States political system. Donc, toute la discussion qu'il y a eu jusqu'à ce moment-là autour du Green New Deal et les différentes visions du Green New Deal ont déjà eu un rôle très transformateur. Donc, oui. A few examples of this. Bernie Sanders, candidate in the primaries for Democratic president, currently in about second place, has put forward a very comprehensive and quite radical for the US context Green New Deal platform. Alors, pour un exemple important, Bernie Sanders, candidat à la primaire démocratique, qui est actuellement en deuxième position, d'après la plupart des sondages, lui, il a présenté une version du Green New Deal qui est très compréhensible et très radicale. And in fact, related to this process that we're doing now, one of the things that made his plan so radical and comprehensive is that his team consulted a lot of social movement groups, environmental justice groups particularly, to understand their vision and incorporate their demands into his program. Alors, une des raisons pour laquelle cette résolution est tellement radicale, que sa plateforme est tellement radicale, c'est que son équipe a consulté très directement justement avec les mouvements sociaux, surtout ceux qui font partie de ce mouvement de justice environnementale, et qu'il a intégré leur vision et leurs revendications. And I'll just note two things about his plan that are important. All of it's important, but I'll focus on two. One is he's very clear that we need to dismantle the fossil fuel industry and use the power of the state to prosecute and fine and even in some cases punish with the rule of law executives and fossil fuel firms for their pollution. Alors, une des dimensions importantes de ce que présente Bernie Sanders, c'est qu'il dit qu'il faut en finir complètement avec l'industrie des énergies fossiles et qu'il faut aller même plus loin et qu'il faut que les dirigeants des grandes entreprises fossiles aillent devant les tribunaux et qu'ils soient peut-être même punis pour leurs crimes. The second innovative aspect of his plan in the US context, it won't sound as radical in France, is to establish public ownership of our energy system, not per se at the national level, but because we have a federal system, but state level public utilities and also options such as worker ownership or consumer cooperatives. Alors, une autre dimension de ce que présente Sanders, ce serait d'avoir plus que l'énergie soit tenue soit publique. Voilà, et qu'il y ait plus de coopératives, donc de l'échelle municipale jusqu'à l'échelle des États et même au-delà, à l'échelle fédérale, que ce soit géré d'une manière publique et non privée. Mm-hmm. And to give you a sense of the scale of his plan, which touches on all sectors, agriculture, housing, transit, etc., is $16.3 trillion of public investment. Alors tout cela, ça représenterait un investissement de 16,3 pas milliards, 1000 milliards. Donc une somme énorme qui toucherait sur le logement, les transports, dans vraiment tous les secteurs. Mm-hmm. Okay, now the second example of the concrete effects of all of these proposals on politics. Alexandria Ocasio-Cortez, who we already discussed, and Ilhan Omar, who is another very left-wing young woman member of Congress,
have both introduced separate pieces of legislation related to the Green New Deal. Donc, ce n'est pas que Bernie Sanders qui parle de ça dans le Congrès. Il y a aussi, à part Alexandria Ocasio-Cortez, dont on a déjà parlé, Ilhan Omar, une autre députée de gauche au Congrès, qui ont toutes les deux introduit des résolutions, des projets de loi par rapport à deux dimensions différentes du Green New Deal. And both relate to housing. And the first is AOC, and it's co-sponsored by Bernie Sanders in the Senate. And this is to upgrade with green, efficient infrastructure and technology, public housing in the United States, social housing. Mm-hmm. Yeah. Donc le premier projet de loi qui a été présenté par Alexandria Ocasio-Cortez, c'est pour une mise à jour de tous les logements sociaux aux États-Unis pour qu'ils représentent, Une rénovation. Oui, voilà, une rénovation des logements sociaux pour qu'ils soient passifs en termes d'énergie et voilà. The second, introduced by Ilhan Omar, is to build millions of units of new public housing, social housing, that is green, low-carbon housing. A lot of emissions come from housing because housing is where we get our heat, our cooling, our energy. So it's an important place to tackle the emissions crisis. Donc le deuxième projet de loi, c'est également à propos des logements sociaux, mais ce serait pour la création, la construction de beaucoup plus de logements sociaux bas carbone, des logements sociaux verts, parce que comme on sait, le logement est responsable d'une grande part de nos émissions à gaz à effet de serre. And I just want to say one more thing about why these bills are so important, regardless of whether they pass right now, right? Kind of like what you're doing, right? Building a new political consensus. Donc, je voudrais renforcer pourquoi je pense que ces projets de loi sont tellement importants, même s'ils ne sont pas votés pour l'instant, c'est parce que ça participe à créer un nouveau consensus politique. And the reason that this connection between housing and climate is so powerful is first, which I already mentioned, housing in the United States and anywhere in the world is a big source of emissions. Donc, une des raisons pour laquelle il faut faire cette liaison entre le logement et le climat, déjà, comme on l'a dit, c'est parce que le logement est une source énorme d'émissions de gaz à effet de serre. The second reason, again, applies to the United States and many other places in the world, is that there is a severe shortage of affordable housing and a crisis of homelessness. La deuxième dimension, c'est qu'il y a un manque énorme de logements qui soient abordables pour la masse des gens et qu'il y a beaucoup trop de sans-abri. This crisis of the lack of affordable housing will only increase as we see historic levels of climate refugees and migrants. Cette crise du logement ne va que s'amplifier lors de la crise climatique quand il y aura encore plus de migrants. Voilà. The third aspect of the housing-climate relationship and why these bills are so intelligent is that housing construction creates a lot of jobs. Une troisième dimension qui lie le logement et la justice climatique, c'est que le fait de construire l'industrie du BTP, ça crée énormément d'emplois. So with one policy intervention, the construction of green housing and the retrofitting of existing housing, you address the climate crisis, the housing crisis, and joblessness. Alors, avec cette seule intervention d'une politique verte du logement, on peut confronter à la fois la crise climatique, la crise du logement et la crise d'emploi. And just a couple of more details. I'll note that my co-author, Daniel Aldana Cohen,
was involved in the research and preparation of AOC's policy to retrofit public housing and is very knowledgeable on this subject and has written, published on it as well. Et je voudrais noter que mon collègue Daniel Aldana Cohen, co-auteur, a participé à la recherche qui a mené au projet de loi de Alexandria Ocasio-Cortez sur les logements sociaux. And then the final point I'll make here, if it's not already clear, is that legislation or public policy that addresses the housing crisis, the climate crisis, and the jobs crisis simultaneously has a really important opportunity to assemble a broad coalition in support of climate policy. Excuse me. Et donc, si ce n'est pas déjà clair, je voudrais dire que une politique publique qui réunit le climat, le logement et l'emploi, c'est une opportunité pour nous de rassembler une coalition très très vaste. So the challenge of the Green New Deal, but also the opportunity, is to craft policies that are multifaceted in this way and to craft them through dynamic interactions between civil society and the state. And in the case of these housing bills that I mentioned, we've seen in several states in the U.S. a resurgent housing movement, affordable housing movement, and tenants' rights movements that have been important in making these housing demands and kind of an input into this legislative process. Mm-hmm. Et ça correspond aussi à un mouvement très dynamique aux États-Unis, justement, pour le logement, pour plus de justice dans le logement. Les locataires dans beaucoup de villes se mobilisent pour avoir des logements plus dignes. Okay. I'm going to stop there from your questions, but we have a little more time if you want to ask something else. I have 2 questions. Maybe Okay. Linda, you have some? No, I don't know. Okay, just two quick question about the situation now. How on the political stage, because there's an election next year. Yes, there is. And how this movement is impacting the debate for the presidential election. I know that it's been the Democrat candidates had to respond to that. And can we what can we expect once the primaries are over and there's a candidate? I'm talking about the Democrats more because the Republican, it should be Trump, and we know what he thinks about climate change. But can we, even if it's not Bernie Sanders, even if we hope that it's Bernie Sanders, is it something that the pressure and the movement can push whoever is a candidate for the Democrats and whoever is in the White House? Donc je pose une question sur l'impact du mouvement Green New Deal sur la présidentielle et les primaires démocrates, parce que c'est essentiellement les démocrates qui portent cette question, et comment est-ce que le mouvement peut continuer à avancer dans le cours de la présidentielle et après. And the second question is about what you think about what is being done in Europe and how the debate is starting. Are you aware of other initiatives and how do we build an international alliance of all those movements and efforts to push forward actual legislation and an actual international Green New Deal movement? What are your thoughts on that? Et la deuxième question porte sur sa perception des débats et de les initiatives qui ont lieu au niveau européen, les contacts qu'elle a pu avoir et comment on pourrait construire une alliance de ce type de mouvement en termes de politique publique et en termes de mise en place de programmes au niveau des États pour réaliser ce Green New Deal. So first, as you said a bit in your question, and I kind of also said a bit, the movement has already had an impact on the Democratic primaries by basically forcing all of the candidates to say something pretty substantive about climate. Compared to the last elections in 2016, it's another world. There was barely any discussion of climate
In the prior, aside from Bernie Sanders, who's talked about it for decades, but in the last general election there and primaries, it was not a focus. Now, not only is it a focus, but they even held like a climate town hall, like an additional kind of semi-debate type of thing that to give candidates a lot of airtime on TV to present their climate proposals. Donc, ce qu'on peut constater pour l'instant, c'est que ça a déjà, le mouvement pour le Green New Deal a déjà eu un impact sur la primaire démocratique. Tous les candidats ont dû afficher leur soutien pour une action d'urgence sur le climat. Alors, par rapport à l'élection de 2016, c'est vraiment, on est dans un autre monde. Il y a 4 ans, on parlait presque pas du climat dans le contexte électoral. Maintenant, ce n'est même pas juste, c'est devenu une dimension tellement importante qu'il y a même eu un débat télévisé spécial pour les démocrates à ce sujet. I'll go to post-election now. Your second part of your question, what happens when someone's elected? I think it's almost even more important after whoever is elected, hopefully Bernie Sanders, hopefully a Democrat, that social mobilization becomes even more important post-election than prior to the election. Alors, quel sera l'impact de ce mouvement après l'élection? Eh ben, je pense que c'est là que ce sera même plus important que les gens se mobilisent pour aider à changer, la donne politiquement. The reason why extra parliamentary organization is so important in the United States is that no matter who is elected, even Bernie Sanders, the obstacles to implementing a Green New Deal are extremely formidable. Alors, il faut se rappeler que n'importe qui est élu, les obstacles seront énormes à ce genre de changement. The obstacles are, very briefly, the Republican Party, the Supreme Court, the neoliberal wing of the Democratic Party, and the fossil fuel industry. Alors, parmi les principaux obstacles, il y a déjà le Parti républicain, la Cour suprême, les néolibérales du Parti démocrate et évidemment l'industrie des énergies fossiles. Without constant and militant pressure in all arenas of society, there's no chance of any of this being passed through legislation and also through executive order. Sans une mobilisation énorme, il y a très peu de chances que des projets de loi du Green New Deal sont votés, même avec le soutien des élus. I'm going to move. Élus. Thank you. I'll move on to Europe now and the global question. It's obvious, I think, to any leftists that the European Commission's Green Deal is woefully insufficient to confront the climate crisis. Donc, je pense qu'il est clair, pour passer à l'Europe, que le Green Deal qui vient d'être présenté par la Commission européenne ne correspond pas du tout aux demandes, aux attentes, à nos attentes de la crise climatique. As much as possible, it seeks to preserve the economic system and the power relations that govern Europe without changing those in any substantive way, and to primarily change the source of energy from fossil fuels to renewables, primarily relying on incentives and market signals to guide the private sector. Alors, on peut constater que le Green Deal qui a été présenté sert principalement, ou il cherche plutôt principalement à conserver le système économique tel qu'il est actuellement construit, les relations de pouvoir telles qu'elles existent actuellement, et de passer des énergies fossiles aux énergies renouvelables par des mécanismes purement
fiscaux, des taxes sans vrais investissements publics. It, in effect, subsidizes with public money private initiatives that will yield private profits. It also does not revise any of the constraints that limit public enterprises or more massive forms of public investment that are needed to confront climate change. Donc, ce Green Deal, il subventionne effectivement avec l'argent public le gain privé et ne pose pas de vraies contraintes, le genre de contraintes qu'il faudrait aux énergies fossiles. Yeah. So in this context, a variety of left forces at the continental level have presented their own visions for a Green New Deal that would be socially and environmentally just. Dans ce contexte, une coalition de forces de gauche à l'échelle européenne ont présenté leur propre vision d'un Green New Deal qui serait plus juste et plus égalitaire. The two that I'm aware of, I'm sure there are more, are the coalition of left parties in the European Parliament and DiEM25. Dont les deux principaux acteurs à cet égard que je connais, c'est le groupe de gauche au Parlement européen et DiEM25. Both of these, I won't go into details now, but both of their plans, as I said, exemplify the Green New Deal vision of the connection between inequality and the climate crisis, and also have a much more forceful role for the state in eliminating the fossil fuel sector and also in publicly investing in a variety of sectors. Donc, au centre du projet que présentent ces deux groupes, déjà ils reconnaissent très clairement cette liaison entre les inégalités et la crise climatique et ils recherchent un rôle plus clair pour l'État dans le redressement de ces inégalités et dans la contrainte de l'industrie fossile. And both, of course, criticize the Stability and Growth Pact and other aspects of the European Union that limit the role of states in the economy and limit social spending. Et tous les deux critiquent les règles européennes qui contraignent les États à maintenir, par exemple, leur déficit à moins de 3% et d'autres règles dans ce genre. However, both of these plans stay primarily within the boundaries of Europe. Par contre, la vision qui est présentée reste principalement européenne et ne va pas au-delà. And we know that an American Green New Deal or a European Green New Deal is also insufficient to address the global scale of the crisis and the deep inequalities that structure the world. Ceci alors que nous savons qu'un Green New Deal à l'échelle des États-Unis ou même de l'Europe est insuffisante pour confronter la crise climatique qui est à l'échelle mondiale. We know that the Global South has contributed the least to climate emissions and will be the most vulnerable, already is the most vulnerable to the climate crisis, and we see a world of eco-apartheid emerging based on this fact. Nous savons que les pays du Sud ont contribué le moins à la crise climatique, alors que ce sont eux qui vont souffrir le plus et qui souffrent déjà le plus de cette crise. And finally, we know that the production of green technologies involves the extraction of resources everywhere from Latin America to the Democratic Republic of Congo, and that all of the infrastructure that a Green Deal or Green New Deal would seek to build could potentially deepen this extraction and deepen injustice across the rest of the world. Nous savons également que les ressources primaires, les matières primaires dont dépend la technologie verte,
viennent des pays du Sud, que ce soit en Amérique latine, en Afrique, au Congo, et que les inégalités liées justement à l'extraction de ces ressources premières, de ces matières premières, pourraient même s'aggraver si le Green New Deal n'est pas fait d'une manière internationaliste. And so for these reasons, in addition to what I already mentioned about unprecedented levels of human migration, we know that the only just Green New Deal is also a globally just Green New Deal. Donc pour ces raisons, et en plus pour les raisons, puisqu'il y aura de plus en plus d'immigration, de migration, nous savons que le seul Green New Deal qui est juste, c'est un Green New Deal mondial. Okay. Yeah. All right. Thank you very much. Yeah. That was a very broad presentation and very interesting. We will get a copy Yes. and read in detail your book. Also, thank you for making a stop by the Yeah, National of Assembly. I course. know it's been very hard, c'était assez difficile. Elle a dû faire des kilomètres en bus pour arriver jusqu'à nous, mais c'était important pour nous de la voir parce que effectivement, l'alerte sur la dimension internationale à prendre en compte dans la manière dont on conçoit nos propres propositions, elle est extrêmement importante et c'est une chose qu'on doit noter et qu'on doit introduire dans nos propositions, qui n'étaient pas dans les premiers projets qu'on a fait. So thank you for pointing this international issue and the need to think globally about what we're doing Yeah. and implementing, and always be aware of the imbalance of power of European nation and Western nation on those, even on this issue, which is about social justice, but internationally. That was very enlightening, and so hopefully we'll keep in touch. Yes, of course. And let's start with this hearing to build this international network that we need if we want to win this world, this Yes. new world. Okay, thank you Thank very you so much. Merci beaucoup Théa. Merci Thank beaucoup you. Colline qui s'est Merci à vous. chargée de la traduction. C'est pas simple quand c'est pas son métier parce que ça demande beaucoup de concentration. C'est vrai. Et merci à vous. Et donc les prochaines auditions auront lieu en janvier prochain. On espère que vous serez encore plus nombreux à les suivre. Merci.